Semaine, existe-t-il un bonheur français? Vous allez le voir, vous allez la voir, cette une de la verdure, de la nature et la baguette en guise de flûte traversière. Comme tous les vendredis, Julien Bisson nous a rejoint. Bonjour Julien. Bonjour Flore. Vous êtes le rédacteur en chef du 1 Hebdo. D'ailleurs, bravo, félicitations. 8 ans de cette aventure déjà, 400e numéro donc consacré au bonheur. De quoi avoir le sourire justement. Et on en parle avec nos invités. Jean-Laurent Casselli, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes co-auteur de J'ai Piscine, la France heureuse aux éditions de l'Aube. Et puis Rémi Pavin, qui avait contribué d'ailleurs cette semaine au 1 Hebdo, docteur en histoire contemporaine. Et vous avez publié en 2013, donc, Histoire du bonheur en France depuis 1945. Ça, c'est aux éditions Robert Laffont. Merci à vous d'être ici pour parler déjà du bonheur. Alors, première question, c'est quoi le bonheur ? Alors, ça dépend pour qui. Je pense que c'est une notion très relative. On l'associe souvent au fait déjà d'avoir un minimum, je dirais, de conditions de vie, en fait, matérielles. Il y a le bonheur, ça commence... Enfin, l'accès au bonheur, ça commence peut-être par le confort minimal. Sans ça, c'est difficile de pouvoir se dire heureux, en sécurité, matérielle, mais aussi psychologique, affective. Mais on sait aussi dans de nombreuses études qui ont été menées dans différents pays que l'argent fait le bonheur, mais que jusqu'à un certain point. Voilà, un certain seuil, être plus riche, gagner plus d'argent, n'engendre pas forcément plus de bonheur, voire peut s'accompagner de nouvelles souffrances, peut-être de pays riches ou de pays occidentaux. Et c'est un petit peu le paradoxe, je dirais, des débats sur le bonheur dans des sociétés comme les nôtres qui sont à la fois, je dirais, privilégiées, dans lesquelles aussi beaucoup de gens souffrent et justement ne se disent pas forcément heureux. Mais ça veut dire, Rémi Pavin, que le bonheur, c'est un état, c'est différent de la joie, de l'allégresse, de la satisfaction, le plaisir ? Alors tout ça, ce sont des termes qui évoquent la vie heureuse. Donc le bonheur est le terme le plus employé. Alors, moi, je suis historien, et puis je travaille pas mal avec justement ces sondages. Je tiens d'abord à signaler que le seuil, il est quand même de 4 000 € par mois. Donc finalement, 4 000 € par mois, il y a eu une étude la semaine dernière. On est très au-delà de la richesse, puisqu'elle est fixée par l'Observatoire des inégalités à 3 700 € par mois. Donc c'est seulement 7%, moins de 7% de la population qui peut en bénéficier. Donc jusque-là, la majorité de nos concitoyens, effectivement, pour eux, 1 euro supplémentaire et l'accroissement marginal de leurs revenus a tendance à augmenter leur bien-être, ce qui d'ailleurs aurait tendance à penser que réduire les inégalités est une voie du bonheur. Après, à propos des différents mots que vous évoquiez, ça me paraît intéressant d'aller voir justement, et c'est ce que j'ai fait, quel terme était utilisé en tant qu'historien dans les années d'après-guerre jusqu'à peu près nos jours, était le plus utilisé pour parler de la vie heureuse. Et incontestablement, le mot qui revient le plus souvent, c'est bonheur. Il est suivi ensuite de plaisir. Donc, ce qui signale finalement une voie du bonheur particulière, celle du plaisir, celle des stimuli. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que jusqu'aux années 1960, le deuxième mot le plus utilisé, c'était le mot joie. Et finalement, ce mot s'est fait dépasser, ce qui signale une évolution des manières dont on conçoit la vie heureuse. Vous en avez parlé tous les deux, donc il y a les bonheurs matériels, matériaux, si on peut dire, et le bonheur immatériel. Donc en fait, matériel, être propriétaire, par exemple, ou avoir un bon travail. Immatériel, être en bonne santé, être entouré de la famille, des amis. Justement, voici les essentiels pour réussir sa vie, selon le 1 Hebdo. On va y jeter un coup d'œil avec des notes sur une échelle de 1 à 10. Donc le premier, c'est la santé. Ensuite, se sentir bien dans son corps, avoir des relations régulières avec ses parents et ses enfants, avoir un métier qu'on a choisi, assez haut quand même, dans la liste, avoir des amis, et puis ensuite seulement être propriétaire de son logement, et puis savoir faire des choses de ses mains. Alors, est-ce qu'il y a cette distinction qui est très importante justement entre le matériel ou non ? Le matériel, à certaines époques, je me tourne vers vous qui êtes historien, a plus pris le dessus peut-être que sur d'autres ? Je pense que la voie consumériste du bonheur, elle a été promue par un ensemble d'acteurs sociaux qui ont vendu ce bonheur consumériste. Et la réception de ces discours a été, sinon une adhésion, en tout cas, ça a provoqué une forme d'élan dans de larges secteurs de la société. Alors attention, évidemment, on a toujours pas mal d'acteurs qui refusent et qui pensent d'autres formes de bien-être et de bonheur. Ce qui est intéressant également, à mon avis, c'est que le bien-être matériel et le côté, donc, les objets, particulièrement aujourd'hui, ils sont utilisés afin de faire des choses.
Et le faire n'a pas disparu, loin s'en faut. Hein. L'avoir n'a pas éclipsé le faire. Et je pense qu'une des particularités de notre mode de consommation aujourd'hui, c'est que ce que nous consommons nous permet souvent de faire des choses. D'ailleurs, il y a tout un secteur qui s'est développé qu'on appelle la consommation expérientielle. Le fait de se poser la question, Jean-Laurent Casselli, existe-t-il un bonheur français? Ça peut paraître un petit peu paradoxal. Est-ce que ça veut dire que le bonheur français, il est peut-être plus difficile à atteindre que dans d'autres pays? Est-ce qu'on est plus difficile à satisfaire en France par rapport à nos voisins européens, par exemple? Il y a peut-être une voie qui nous est donnée par l'actualité récente. C'est vrai que pendant le pont de l'Ascension, qui était le seul vrai beau pont du mois de mai, on a vu les Français partir en vacances par millions, des embouteillages records, des taux de réservation, d'occupation, plutôt dans l'hôtellerie, dans les campings, dans les restaurants, dans les villages vacances qu'on n'avait pas vus depuis les années Covid. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens sont partis très massivement au week-end, en train, en avion, en voiture, en vélo, ce que vous voulez, à côté de chez eux, en fonction de leurs moyens et du temps qu'ils avaient. Ça veut dire aussi que, je ne sais pas si c'est le bonheur, mais en tout cas, une forme de joie, ça passe aussi par ces congés qui sont passés en famille, entre amis, de manière quelque part simultanée, comme si tout le pays en fait vibrait à l'unisson au moment de ces ponts qui sont d'ailleurs l'objet souvent de plaisanteries entre les collègues et puis aussi des étrangers vis-à-vis des Français. On nous reproche d'avoir des ponts très longs qui sont presque des aqueducs, mais en tout cas c'est vrai qu'il y a quand même ce goût pour se retrouver quelques jours avec ses proches, faire un barbecue, se prélasser au bord de la piscine, d'où le titre de l'ouvrage collectif édité par la Fondation Jean Jaurès que vous avez bien voulu citer. Peut-être que je peux m'arrêter là-dessus. Pourquoi je parle de la piscine? On pourrait parler du barbecue, de la maison individuelle, de la randonnée. En fait, ce sont des petites choses, des petits objets ou des pratiques qui sont liés à une forme de bonheur, de satisfaction, de plaisir vis-à-vis de la vie. Vous l'avez dit aussi, ça passe par le faire. Les gens sont attachés à leurs vacances, à leurs congés, mais ils ont aussi envie de faire des choses, faire du sport, de se réaliser peut-être aussi dans le travail. Il y a un rapport au bonheur aujourd'hui qui est très important dans le monde du travail. Il y a beaucoup de gens qui souffrent vis-à-vis de leur emploi, de leurs conditions de travail, vis-à-vis aussi du sens. Toute l'idéologie, quelque part, de la quête de sens, en fait, c'est ouverte et c'est prolongé au travail depuis quelques années. On ne veut plus juste être heureux en famille, en couple, en vacances. On veut aussi l'être dans son travail, se réaliser. Et c'est peut-être une extension finalement de la quête du bonheur. Mais s'il y a autant de façons d'être heureux, pourquoi est-ce qu'on a l'impression, vu de l'étranger en tout cas, d'être aussi ronchon? On se souvient de cette phrase qui avait été prononcée par Sylvain Tesson, qui avait été beaucoup commentée. Les Français sont des gens qui vivent au paradis et qui ont l'impression de vivre en enfer. Est-ce que ça veut dire qu'il est plus difficile en France de se rendre compte du bonheur dont on peut profiter? Je pense qu'il faut faire quand même un peu attention parfois au jugement que certains peuvent avoir de l'ensemble de la société. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus égaux vis-à-vis ni du bonheur, ni de la sensation de bien-être, de confort. Et quand on dit que les Français vivent au paradis, se sentent en enfer, il y en a qui vivent, je ne dirais pas en enfer, mais qui, on l'a vu pendant le Covid, qui ont été enfermés dans des petits appartements, qui ne partent pas en vacances, qui ont un accès aux loisirs, encore une fois, limité. Donc c'est difficile de généraliser à l'ensemble de la société française les conditions de vie d'une partie. C'est vrai qu'il y a une partie de la France qui vit bien, qui est une France heureuse, et on l'a vu d'ailleurs pendant les élections. C'est un des paradoxes, hein. On dit toujours, nous, dans les médias, que les Français sont ronchons et sont malheureux. S'ils étaient si en colère que ça, peut-être qu'ils élieraient des candidats qui sont porteurs de cette colère. Or, on voit que c'est pas si évident que ça. Donc il y a un vrai paradoxe. Alors justement, est-ce que le bonheur, il est intérieur à nous? Est-ce qu'il est forcément lié à des conjonctures extérieures? Autrement dit, est-ce qu'on peut atteindre ce Graal? Quel bonheur quand autour de nous, tout semble foutre le camp, si on peut s'exprimer ainsi, la guerre en Ukraine, les désenchantements politiques, l'épidémie de coronavirus? Est-ce qu'il y a le bonheur individuel et puis le bonheur dans lequel on se sent dans notre pays qu'est la France? Alors je pense qu'il y a une particularité française qui est, quand on s'intéresse aux sondages et aux déclarations des sondés, qui est que souvent on se dit le récit pour la France, le récit collectif est relativement morose, c'est-à-dire qu'on dit ça va mal, mais moi je vais bien. Oui. Et d'ailleurs, à propos de la question précédente, finalement, quand on regarde les déclarations des sondés, on se rend compte que les sondés français ne se déclarent pas tellement moins heureux que les Anglais ou que les Allemands ou que les Italiens, enfin des pays qui nous sont proches, avec lesquels on a des conditions de vie relativement similaires. Effectivement, on est
on se déclare moins heureux que les pays scandinaves, mais finalement assez proches des Allemands. Souvent, ce sont des sondages qui sont réalisés où on demande aux gens de se situer sur une échelle de 0 à 10. Les Français, par exemple, je pense à un sondage assez récent, se donnaient 6,6, les Allemands 6,7. Bon, la différence. Après, du coup, ça donne lieu à une forme de French bashing. Les Français, toujours malheureux, toujours râleurs, des irréductibles, etc. Bon, je pense qu'il faut quand même relativiser. Et la question, par contre, en revanche, des grands récits, qui aujourd'hui sont assez négatifs, avec le Covid, la guerre en Ukraine, l'écologie, les problèmes liés au réchauffement climatique, il y a beaucoup d'inquiétudes qui sont là. Alors justement, après 2 années de crise sanitaire, est-ce qu'on a redéfini le bonheur? Est-ce qu'on s'est recentré? On a beaucoup entendu ces expressions ces derniers mois. Eh bien, en novembre dernier, 8 Français sur 10 se disaient heureux. Eh bien, Sybille Bromberg, elle les avait rencontrés. Et oui, c'est donc la bonne nouvelle du jour. Nous sommes heureux. 8 Français sur 10 déclarent vivre le bonheur et 57% voient l'avenir avec optimisme. Alors, après 2 ans de crise sanitaire, qu'est-ce donc qui nous rend heureux ? Les amis, bien manger, se promener. On mesure l'importance de la chose encore plus, oui, puis on profite du temps. Cette crise, ça a recréé du lien. Et du coup, on prend plus le réflexe de s'appeler. Donc oui, je pense que ça contribue au fait que je suis plus heureuse depuis cette crise. Bref, la qualité de nos relations, mais aussi notre lieu de vie. Flâner sur les bords du canal à Strasbourg ou profiter de l'océan. La douceur de vivre se ressent principalement dans 2 régions, les Pays de la Loire et le Grand Est. Restent quelques points noirs au tableau de cette enquête, le sentiment de vivre dans une société injuste et des fins de mois difficiles pour beaucoup. Il reste encore, bien sûr, 36% des Français qui n'ont pas des fins de mois sereines, 3 Français sur 10 qui sont à découvert tous les mois ou presque, en moyenne le 18 du mois. On sait que ce sujet du pouvoir d'achat pèse fortement sur le moral et l'optimisme des Français. Illustration de ces difficultés, près d'1 tiers des Franciliens souhaitent quitter la région pour une meilleure qualité de vie, dans un pays où malgré tout, il fait bon vivre. Alors on vient de l'entendre, les Français se disent heureux dans le Grand Est et dans les Pays de la Loire, les Bretons ne veulent pas quitter leur région, les Franciliens l'ont fait. Jean-Laurent Casselli, est-ce qu'il y a des grandes distinctions régionales dans le bonheur français ? Oui, il y en a une, c'est que les Français estiment que chez eux, souvent ils se sentent plutôt bien, dans leur région, dans leur quartier, dans leur village. Il y a eu, encore une fois, une série d'études post-Covid qui ont montré un paradoxe français qui est qu'on se sent bien autour de chez soi, mais on pense qu'autour, on vit en enfer. Mais c'est vrai que je pense que peut-être ce qui symbolise un peu ce paradoxe, c'est le rejet de la région parisienne. On a beaucoup parlé d'exode urbain dans l'après-Covid. On se rend compte aujourd'hui que c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus mesuré. Tous les Parisiens ne sont pas partis, je ne sais pas, dans la Drôme ou en Bretagne. En revanche, c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, ces régions-là, les régions littorales également, attirent, les petites villes, les villes moyennes attirent, et peut-être que la grande région parisienne fait un peu plus figure de rejet, quoi. Est-ce que ça veut dire que cette crise a redéfini d'une certaine façon un idéal de bonheur ? Oui, je pense. En fait, souvent, on dit que dans le domaine des tendances, la prospective, le Covid a accéléré, révélé des tendances qui étaient déjà à l'œuvre dans la société, qui s'exprimaient déjà. Le rejet, encore une fois, des grandes villes au profit des villes moyennes, d'équilibre, de la périphérie, de la fameuse maison avec jardin que tout le monde recherche depuis les confinements qui ont été, encore une fois, assez traumatisants pour ceux qui étaient en ville. Le rapport au travail aussi, je l'ai dit, la quête de sens, l'idée de se réaligner avec ses valeurs dans sa vie professionnelle. Ça aussi, c'est des choses qu'on voyait, qu'on mesurait déjà avant, qui se sont peut-être, encore une fois, accélérées, exprimées avec plus de vigueur depuis le Covid. Ça veut dire la recherche donc, des grands espaces et une certaine liberté aussi dans la reconversion, vous en avez parlé. Est-ce qu'en fait, le bonheur, c'est savoir aussi être acteur de sa vie, prendre sa vie en main ? Oui, je pense. Typiquement, la reconversion professionnelle, c'est exactement ça. C'est je change de métier. Alors, ça peut être aussi le déménagement, la fameuse quête des petites villes ou des périphéries. C'est aussi une manière de reprendre en main son destin individuel, de changer un paramètre. Et oui. C'est vrai que depuis le Covid, on voit que beaucoup de gens changent
un, deux, voire plusieurs paramètres de leur vie, parce que peut-être qu'ils associent le bonheur au fait de, comme vous l'avez dit, de reprendre sa vie en main, ce qui est très compliqué dans la mesure où, pour revenir un peu en arrière, les Français s'attachent au bonheur privé, à leurs amis, à leur famille, à leur maison, etc., à leur jardin, parce qu'ils sentent que l'extérieur est de plus en plus menaçant, en tout cas de plus en plus illisible. Et c'est vrai que ça a pu renforcer cette tendance un peu au cocooning individuel ou familial, quoi. Alors Rémi Pavin, vous êtes historien, vous avez étudié le bonheur, notamment le bonheur depuis 1945. On se souvient que dans le Conseil national de la résistance, son programme, c'était les jours heureux. Est-ce que le bonheur, ça peut être un projet politique ? Ça l'est, oui. À partir des années 1960-70, le bonheur devient la valeur principale de nos sociétés. C'était pas le cas avant ? C'était pas le cas avant. Les jours heureux du CNR, c'est rédigé pendant un moment très difficile, pendant les années noires. Et finalement, ça s'appelle les jours heureux, mais à ce moment-là... Comme une projection. Comme une projection, on est dans un bonheur qui est différé. Et le bonheur, ici et maintenant, c'est quelque chose qui arrive très tardivement. Et donc assez récemment, finalement, moi ce que j'ai montré, c'est que le bonheur devient la valeur cardinale de nos sociétés, y compris jusqu'à aller régir l'espace public, seulement à partir des années 60-70. Et du coup, comme c'est devenu une norme très importante, le bonheur, à ce moment-là, devient un projet politique, et on a des gouvernements qui essayent finalement de véritablement rendre, et en tout cas essayer parfois, de rendre les populations heureuses, en tout cas qui l'affirment. Parce qu'avant, le bonheur, c'était une notion bourgeoise, un peu égoïste. Il fallait avoir le luxe, en fait, de pouvoir penser à son bonheur. C'était ça ? Alors, ce n'était pas tellement une valeur bourgeoise, parce que dans la bourgeoisie également, d'autres valeurs étaient plus importantes. C'était de manière assez partagée par de larges fractions du spectre social, quelque chose qui était pensé comme vain, pensé comme égoïste, pensé comme quelque chose qui allait nous affaiblir, que l'on soit catholique, que l'on soit gaulliste, que l'on soit communiste. Vous voyez, quand même, en 1945, ça fait beaucoup de gens. Que l'on soit même progressiste. Je pense à des intellectuels comme Jean-Paul Sartre. C'est pas quelque chose qu'on va aller chercher. Et c'est pas quelque chose qu'on va revendiquer. Vous préférez au terme les 30 glorieuses, vous évoquez dans l'entretien dans le 1, les très heureuses. Alors, les très heureuses, c'est 1962-1975. Pourquoi cette période en particulier ? Alors, moi, je pense que, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre, enfin dans ma thèse et dans le livre « Une histoire du bonheur en France », j'ai Jean Fourastier, qui donc propose cette expression « 30 glorieuses ». C'est un économiste vieillissant qui, en 1979, porte un peu un regard nostalgique sur sa vie et sur la période qu'il a traversée, et qui propose cette expression, et il fait une démonstration assez habile, quelqu'un d'intelligent, expliquant que ça y est, c'était les 30 glorieuses, et c'est passé. On est dans la crise à ce moment-là. Et en fait, ce qu'on appelle en histoire un chrononyme, c'est-à-dire un nom d'époque, ça ne tient pas. Pour plein de raisons qu'il est un peu long d'expliquer ici. Mais si vous voulez, il n'y a pas d'unité à la période. Tout ce qu'il raconte, ça s'enracine dans un temps plus long, ça continue. Par exemple, un de ses grands exemples, c'est l'espérance de vie. L'espérance de vie commence bien avant. Ou encore la scolarisation, la démocratisation de l'accès à la culture commence bien avant et continue après. Pour vous, il n'y a pas d'homogénéité sur ces 30 glorieuses. Voilà, il n'y a pas d'homogénéité dans les 30 glorieuses, il n'y a pas d'unité à la période. Et finalement... En revanche, je trouve que, puisqu'il faut bien donner des noms aux périodes, c'est un peu le rôle des historiens, je trouve que la période 1962-1975 a beaucoup plus d'unité. Je propose de l'appeler très heureuse. Alors, c'est un petit peu paradoxal, très et heureuse à côté, mais Éric Fotorino faisait remarquer que ça s'entendait très heureuse, et c'est vrai. D'une part, c'est la paix. Puisque jusqu'en 1962, il y a eu les guerres mondiales, ensuite il y a eu des guerres coloniales, il faut penser que c'était quand même difficile. Comme c'est la paix, une bonne partie de la croissance de la productivité rejaillit enfin sur les concitoyens. On a une nouvelle démocratie avec de nouvelles institutions. Alors aujourd'hui, on pense pour certains à une 6e République, mais à l'époque, en 1958, les institutions sont quand même relativement bien acceptées. Et elles sont nouvelles. Au niveau de la guerre froide, c'est la détente. Donc là aussi, voilà. Pour les populations qui n'ont pas accès à la consommation, et elles sont larges, il y a une forme de révolution de la vie quotidienne, avec des voitures, des télés qui arrivent dans les foyers, avec les courbes qui dépassent les 50% au milieu des années 60. Avec donc des taux d'équipement qui montent en flèche. Alors le bonheur, c'est pas d'avoir une télé et une voiture, on est bien d'accord, mais finalement, quand pour la première fois vous avez une télé et une voiture, ça vous fait quelque chose. Vous pouvez faire des choses que vous n'avez jamais fait auparavant. Et pour les populations qui ont déjà ces objets, elles,
il y a également une possibilité, des espaces qui s'ouvrent avec des possibilités de bonheur collectif ou de nouvelles formes de bonheur individuel. Et donc, il y a une unité. Et en plus, les récits, contrairement à aujourd'hui, les grands récits sociaux sont assez positifs. On ne pense pas encore à l'écologie et on pense qu'on peut changer le monde. C'est des périodes de lutte sociale victorieuses où vraiment les conditions de vie s'améliorent. Et donc, tout ça me permet de dire qu'il y a une unité à cette période. Donc, si on résume, les très heureuses, pas de guerre, situation politique apaisée et possibilité de pouvoir plus consommer et d'être plus heureux à l'avenir. On sent que peut-être aujourd'hui, on n'est pas exactement dans cette situation-là. Est-ce que, notamment, Jean-Laurent Casselli, le fait d'avoir des nécessités écologiques, ça nous amène à devoir renoncer à une part consumériste de notre bonheur? Est-ce que c'est quelque chose qui peut peser sur nos existences? Je vais rebondir sur ce qui a été dit, parce que sur les 30 Glorieuses, que ce soit une bonne ou une mauvaise appellation, ce qu'il y a, c'est qu'on l'a tous quelque part adopté. C'est un peu notre référentiel commun, et au point qu'on en est pour beaucoup nostalgique, même sans les avoir connus et vécus. Et c'est vrai que quand on se projette dans cette histoire un petit peu fantasmée, on se dit les 30 Glorieuses, ce que vous avez dit, c'est la voiture, le frigo, la télé, les congés payés, toutes ces images en noir et blanc, un peu vintage, qui reviennent d'ailleurs à la mode. Et on se dit, c'était quand même... tout le monde mangeait de la viande, il n'y avait pas de polémique sur le véganisme. Enfin voilà, il y a cette vision un petit peu... Une certaine liberté. Oui, parce qu'il y a aussi tout le discours conservateur aujourd'hui sur le fait qu'on avait le droit de fumer en voiture sans ceinture de sécurité, que maintenant on ne peut plus du tout faire ça. Donc il y a cette idée qu'on se marrait plus dans les 30 Glorieuses. Voilà, mais en tout cas, que ce soit vrai ou pas, je pense qu'on est aussi on a affaire des générations qui sont nostalgiques de cette période parce qu'on leur raconte comme une époque mythique, rêvée, dans laquelle, vous avez raison, il y avait des contraintes, mais il n'y avait pas ces contraintes que fait peser la transition écologique sur les modes de vie, que ce soit la consommation, on l'a dit, dans le domaine alimentaire, que ce soit le rapport aux énergies, à la mobilité, le fait de prendre l'avion, pour prendre des exemples très, très symboliques de la posture aujourd'hui écologique et des mesures qu'il faudrait faire pour réformer nos modes de vie, voire pour certains, pour complètement les modifier. C'est vrai que hier, le Parlement européen a voté la fin de la vente des voitures thermiques en 2030, je crois. 35, voilà. Donc c'est vrai que c'est pas que symboliquement, c'est très fort. C'est un coup d'arrêt, en fait, à peut-être l'objet le plus mythique des 30 Glorieuses, puisque dans un des très beaux livres de cette époque-là, les mythologies de Roland Barthes, il y a une déesse en couverture sur le livre, et c'est vrai que c'est un objet vintage des 30 Glorieuses qui va un jour disparaître. Alors, Pardon. Vous dites qu'on est nostalgique de cette époque. Peut-être qu'à l'époque, les gens ne se sentaient pas aussi heureux. On cite dans le 1 cette phrase de Montesquieu: il faudrait convaincre les hommes du bonheur qu'ils ignorent, lors même qu'ils en jouissent. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre situation, dans notre société, on ignore certains bonheurs si on ne voit pas le bonheur dont on profite? Alors, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, par exemple, si on compare les sondages, puisqu'il y a déjà des sondages équivalents de bien-être subjectif pendant les années d'après-guerre, à partir des années d'après-guerre et de manière régulière dans les années 70, en fait, les sondés français aujourd'hui se déclarent plus heureux qu'en 1970. Contrairement à ce qu'on peut... Donc, il y a effectivement une forme d'idéalisation de cette période, mais les gens se disent plus heureux. Et donc, une bonne partie de la population n'avait pas l'impression de vivre une époque bénie pendant les années 60. Il y avait cette accession à plein d'objets dont on a parlé tout à l'heure pour les classes populaires. Et puis les classes aisées, vous en avez parlé un peu, Rémi Pavin. Elle se distinguait dans des luttes. C'est la lutte sociale aussi qui est devenue une sorte de bonheur, une espèce d'entraide. On va voir ce que vous dites justement dans le 1 hebdo de cette semaine. On est d'accord sur l'idée d'être heureux, pas sur le comment. Des acteurs sociaux proposent plutôt un bonheur individuel fait de consommation, d'autres un bonheur collectif avec des luttes sociales. Les luttes sociales, les luttes politiques, c'est aussi un moyen d'accéder au bonheur? Bien sûr. D'abord, je pense qu'il y a un plaisir de la lutte. On est ensemble, ça nous relie, on fait quelque chose en commun. Si on lutte, c'est parce qu'on pense que peut-être on peut gagner. Il y a un idéal au bout. Il y a un idéal au bout. Changer la vie et se rendre compte qu'on peut changer les choses, je pense que ça procure un bonheur très important. D'ailleurs, on va regarder ce chiffre qui est dans le 1. 37% des Français étaient bénévoles en 2019. Et parmi les raisons de s'engager, la première, c'est être utile aux autres, avant même l'épanouissement personnel. Ça montre aussi, Jean-Laurent Casselli, que les Français, ils ont cette culture aussi de l'entraide et de la solidarité, et ça fait partie de leur bonheur à eux.
Oui, bien sûr. D'ailleurs, je voudrais revenir sur la critique peut-être du développement personnel. Parfois, on oppose le fait de chercher un bonheur individuel, égoïste, avec l'idée qu'on est renfermé sur soi-même parce que, par exemple, on fait du yoga, qu'on va voir un psy, plutôt que s'occuper de faire la révolution. En vérité, dans la vraie vie, je pense qu'on peut faire les deux et la plupart des gens aspirent peut-être aux deux, c'est-à-dire à pouvoir améliorer leur vie collective et peuvent sentir que le destin collectif ne peut pas les laisser indifférents et en même temps vouloir une forme peut-être de révolution personnelle aussi. Et c'est vrai que c'est une tendance qui est apparue depuis quelques décennies et qui est très puissante. Vous parlez de la vogue du développement personnel. Est-ce que finalement il peut y avoir aussi une forme d'injonction au bonheur dans notre société qui peut se révéler un petit peu culpabilisatrice si on nous dit vous avez tout ce qu'il vous faut pour être heureux et vous ne l'êtes pas, c'est de votre faute. Ouais. Est-ce que c'est un choix finalement? Est-ce qu'il y a là une forme de culpabilisation qui peut être faite? Alors il y a ce risque-là, effectivement, parfois dans les approches liées au coaching qui consistent à dire que finalement il faut reparamétrer sa manière de se comporter ou ses idéaux ou son rapport au monde et que les choses vont s'améliorer presque par pensée magique, alors qu'en fait on sait qu'il y a des questions structurelles qui nous en empêchent, mais en même temps encore une fois je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et qu'il y a aussi quand même une manière d'aborder ces questions de bien-être individuel, personnel, qui était tout à fait méprisée en fait il y a quelques décennies, même si le New Age en fait date des 30 Glorieuses. Mais c'est vrai qu'on voit clairement que nos concitoyens sont très intéressés par les médecines alternatives également, le conseil de tout ordre. Ce qu'on appelle le feel good en fait maintenant. Oui, voilà, toute l'économie du bien-être en fait de manière générale. Et c'est vrai que ça fait partie aussi des voies d'accès au bonheur aujourd'hui. Vous êtes d'accord, Rémi Pavin? Historiquement, c'est nouveau? Je pense que, effectivement, historiquement, c'est même plus ancien. Alors déjà, vraiment, il faut arrêter avec les trucs glorieuses. Je pense qu'on peut changer de mot. On n'est pas obligé de garder cette vieille locution. En fait, le développement personnel apparaît même aux États-Unis avant le New Age. On a déjà dans les années 30, les années 40, des sortes de manuels de self-fulfillment. Je pense que, effectivement, le fait aujourd'hui, le bonheur est devenu une norme. Et la norme principale. Comme toute norme, celui qui ne respecte pas la norme est coupable de ne pas l'être. Est coupable. Enfin, la société, effectivement. Donc, celui qui n'est pas heureux, il a une forme, je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, c'est ce que j'évoquais dans l'article. Une forme de double peine. Non seulement il n'est pas heureux, mais en plus, il est coupable de ne pas l'être. C'est un des problèmes du fait que le bonheur soit devenu la norme principale de notre société. Après, de toute façon, il faut bien penser, comme disait Pascal, la coutume est notre nature, que de toute façon... il y a forcément une norme. Donc, dans une certaine mesure, je pense que la conversion au bonheur et la norme du bonheur est peut-être plus indolente, moins dangereuse que d'autres normes, comme la recherche effrénée de la gloire ou du pouvoir, par exemple. Merci beaucoup pour donc ce numéro 1 du 1. Ouvrez le 1, l'hebdo avec vous, Julien Bisson, avec vous, Jean-Laurent Casselli, pour avoir parlé de cette notion du bonheur. Et puis, Rémi Pavin, merci d'avoir été en direct avec nous pour parler de cette notion. Un très philo en ce vendredi soir qui nous fait réfléchir et qui nous projette aussi sur le week-end à venir. Serez-vous heureux? Est-ce un choix? Et toutes ces questions que vous vous posez sans doute, on en parle évidemment sur France Info. Pour l'instant, on jette un coup d'œil sur les couleurs du ciel. Ça aussi, ça participe au bonheur des Français ou pas. On se retrouve juste après pour un nouveau point sur l'info.